Bonjour tout le monde, alors bienvenue à cette troisième édition de nos Facebook Live où on regarde les 5 tendances en marketing numérique pour 2020. On va commencer dans quelques instants, je vais vous laisser le temps de vous joindre à nous avant qu'on commence. Aujourd'hui, on va donc parler de marketing d'influence, mais pendant qu'on attend qu'il y en ait un peu plus d'entre vous qui se joignent, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à aller revisionner les capsules ou les Facebook Live qu'on a fait il y a 2 semaines. On a fait la première diffusion. On va parler de la génération Z. La semaine dernière, on a parlé de TikTok. Aujourd'hui, on va parler de marketing d'influence. Il y en aura encore 2 autres à suivre bientôt. La semaine prochaine, on va parler du déclin perçu ou réel de Facebook et Instagram à voir. Et dans 2 semaines, le dernier de cette série de 5 Facebook Live portera sur le podcasting, une tendance à surveiller. Alors, je pense qu'on est prêt à y aller. J'attends toujours une petite minute. On est déjà à 1 minute 15 là. Question de s'assurer qu'on est correct. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien cuvé votre vin, votre bière et toutes les ribs et ailes de poulet qui ont été ingurgitées et digérées en ce dimanche de Super Bowl. Je ne sais pas s'il y a des fans des Chiefs ou des 49ers qui sont parmi nous. Sinon, il y a peut-être des fans de Shakira et J-Lo. Dans tous les cas, on a eu pour tout le monde, pour tous les goûts. Mais on va parler aujourd'hui donc de la troisième tendance qu'on avait identifiée en marketing numérique pour 2020. Je vais aller vers mon PowerPoint qui est ici. Donc, je vous rappelle que dans la première diffusion, il y a 2 semaines, on a parlé de la génération Z, les plus jeunes qui deviennent une force importante, une force de frappe, dis-je, importante pour la consommation à l'échelle mondiale, particulièrement en Amérique du Nord. Et c'est cette même génération qui est très fan de TikTok, l'application ultra populaire qui devient mainstream, de plus en plus utilisée. C'est ce qu'on parlait la semaine dernière. Aujourd'hui, on va parler du marketing d'influence. Est-ce que c'est une tendance qui est finie ou au contraire encore plus populaire cette année? On va le voir dans un petit instant. Et je vous rappelle que les 2 prochaines semaines, on va parler de Facebook, Instagram la semaine prochaine et du podcasting dans 2 semaines. Alors, le marketing d'influence. Le marketing d'influence, les influenceurs, les influenceuses, on en parle à tort et à travers. C'est un peu drôle parce que je ne sais pas si, comme moi, vous avez peut-être vu le bye-bye qui a été diffusé à la fin donc de l'année dernière. Et il y avait un sketch qui a marqué, qui était un des bons sketchs, parce que ça n'a pas été le meilleur des bye-bye, si vous me demandez mon opinion à moi. J'ai regardé sur YouTube le lendemain, je trouve ça correct, mais sans plus. Mais ce sketch-là m'a bien fait sourire, où on parlait justement des influenceurs, et dans ce sketch-là, c'est les parents qui n'en peuvent plus, là. Ils consultent un docteur parce que leur fils, qui est un influenceur, qui se cache dans sa salle de bain pour faire des vidéos sur YouTube. Et c'est ça. On est dans l'absurde, hein? C'est vraiment l'influenceur dans la vacuité, qui n'a pas grand-chose à raconter, qui est populaire, famous for being famous, hein, comme Paris Hilton l'a déjà dit. Et c'est de ça que je voulais parler parce que on tend à parler des influenceurs, des influenceuses et on mélange tout. Donc, je pense que ça va être important qu'on précise un peu de quoi il est question quand on parle du marketing d'influence et de voir pourquoi ça demeure, selon moi, encore une tactique qui a toute sa raison d'être en 2020 et qui va continuer de l'avoir, pas juste en 2020, mais pour les prochaines années. Cependant, on va voir une certaine professionnalisation là, de cette tactique-là, autant au niveau des entreprises qui font appel aux influenceurs que des influenceurs eux-mêmes qui vont, quelque part, devoir être un peu plus professionnels dans leur approche et il y aura une discipline, il y aura des normes aussi qui sont en train de se mettre en place à ce niveau-là. Petite statistique avec laquelle je voulais porter à votre attention, MediaKicks qui nous faisait part de ça l'année dernière, comme quoi d'ici les 3 prochaines années, les marques vont dépenser plus de 15 milliards de dollars US en marketing d'influence à chaque année. C'est donc de la grosse business.
On n'ira pas aujourd'hui dans le vif du sujet des coûts et autres. Ces sujets, j'ai un webinaire à ce sujet qui dure plus d'1 heure. Je donne des conférences sur le sujet. Pour plaisir, évidemment, s'il y en a qui ont des questions là-dessus aujourd'hui, on pourra en parler. Mais c'est vraiment rendu de la grosse business. Pourquoi? Parce qu'on va voir, en quelque part, pourquoi les entreprises font appel aux influenceurs et pourquoi ils ont justement un rôle à jouer dans l'écosystème d'une marque qui cherche à se positionner et à faire parler d'elle et à générer soit la notoriété, des ventes, enfin, les différents objectifs qu'on peut poursuivre quand on fait du marketing numérique. Donc, les influenceurs peuvent venir jouer un rôle à ce niveau-là. Là, j'ai mentionné, soit dit en passant, les questions. Et là, je suis en train de me dire, je vais, pendant que je vous parle, faire mon overlay. Je veux voir les questions qui sont posées. Parfait. Alright. Fait que si jamais des questions qui sont posées, maintenant, je vais être capable de les voir. Je n'ai pas posé la question comme d'habitude, mais si on m'entendait bien et tout, donc je vais prendre pour acquis que oui. S'il n'y a pas de questions, je sais qu'on est quelques personnes déjà en ligne. Alors, salutations tout le monde. Alors, les 3 éléments que j'aime bien rappeler, pourquoi quand on parle d'influenceur, c'est quoi qui détermine en fait un influenceur? Et il y a ce que j'appelle la théorie des 3 P. Il y a la portée, la pertinence et la proactivité que peut générer un individu qui a une présence sur les plateformes sociales, que ce soit YouTube, un podcast, un blog, Instagram, Facebook ou ailleurs. Trop souvent, malheureusement, c'est la notion de portée qui prédomine. C'est-à-dire que on va dire, ah, c'est un influenceur parce que cette fille-là était sur Occupation Double et elle a 100 000 personnes qui la suivent. Oui, effectivement, le fait d'avoir 100 000 ou 500 000 ou 100 millions d'abonnés sur votre compte Instagram va faire en sorte que vous avez un plus grand potentiel de communiquer certains contenus à une auditoire cible qui est plus grande. Il n'y a pas à dire, c'est définitivement un élément clé, mais ce n'est pas le seul. Donc, la portée, c'est le nombre de gens qu'on peut atteindre quand on parle via les différentes plateformes. Le deuxième point, et non le moindre, c'est celui de la pertinence. Donc, souvent, on est capable d'établir un lien entre votre marque, votre produit, et la niche ou le créneau dans lequel un influenceur peut être spécialisé. Donc, il y a des influenceurs qui sont spécialisés en lifestyle, en voyage, en mode. Il y en a qui font des tutoriels sur des maquillages. Il y en a qui vont parler de photographie. Il y en a qui vont parler... donc, nommez-les, là. Il y a un monsieur qui sur YouTube, lui, ne fait que parler de menuiserie. Donc, ça va être des sujets qui sont très pointus par rapport à ça. Alors, la communauté qui le suit, même s'il y a peut-être juste 10 000 abonnés à son compte ou 10 000 personnes qui voient ses vidéos, bien, ça parle à une communauté d'intérêt qui est très précise. Alors que des fois, dans d'autres cas, justement, quand on a 1 million d'abonnés, ben oui, on parle à 1 million de personnes, mais ce n'est pas forcément les gens à qui on veut parler. Des fois, ça va être une pertinence au niveau géodémographique. Quand quelqu'un peut être très fort dans le bas du fleuve ou très fort du côté de Montréal, ben ça n'a peut-être pas la même pertinence si on a une entreprise qui cherche à parler, donc un auditoire qui sont sur différents territoires, là où on a une présence. Et le dernier élément, c'est le dernier P, c'est la proaction. Est-ce qu'on est capable d'inciter les gens à prendre action quand on publie quelque chose? Donc, il y en a qui, quand ils vont publier quelque chose, il y a un gros niveau d'interaction. Les gens se disent, ah ouais, c'est où que on va publier, par exemple, des influenceuses qui parlent d'un article de mode. Bien, les gens dans la communauté répondent, c'est où que je peux me l'acheter? Alors que dans d'autres cas, on voit que un Ronaldo de ce monde qui publie sur Instagram, il va avoir beaucoup de visibilité, mais c'est pas ça forcément qui va générer beaucoup d'intérêt, ou à tout le moins, c'est pas ça qui va générer beaucoup de conversions, parce que les gens vont cliquer pour se rendre à l'achat, si c'est le but ultime qu'on avait. Donc, les 3 P, c'est important de concevoir cet aspect-là. Et ça vient dans tout ça est un peu imbriqué dans ce qu'on voit ici à l'écran, qui est la pyramide des influenceurs tels qu'élaborés par Business Insider. Je trouve ça très intéressant. J'ai vu ça l'année passée. Et on voit essentiellement la base, ce sont les nano-influenceurs. Donc, si on a très peu d'influenceurs, mais on est connu dans une certaine niche, bien, ça peut être intéressant. Et après ça, plus on augmente si on monte dans la pyramide, on passe à micro-influenceurs, ce qu'on appelle mid-tier, macro-influenceurs, méga et célébrités. Et vous voyez sur la gauche la flèche qui fait en sorte que plus on va vers un plus haut niveau, c'est-à-dire vers des célébrités, plus ça va vous coûter cher forcément d'atteindre l'auditoire. Cependant, on va avoir des taux d'engagement plus bas,
Par contre, on va avoir un plus gros niveau de professionnalisme, souvent parce que, d'un, ces gens-là sont représentés par des agences et aussi parce qu'ils sont habitués de travailler avec des marques, donc ils sont habitués aux contrats qui peuvent être en place, alors que, inversement, si on voit sur la flèche à droite, ben, si vous travaillez avec des micros-influenceurs, des nano-influenceurs, ça va vous coûter moins cher. Vous allez avoir des meilleurs taux d'engagement. Cependant, ça va vous coûter en jus de bras, c'est-à-dire ça va être beaucoup d'efforts, de courriels. L'année passée, j'avais fait un article, je viens dans quelques instants, je pense que c'est la prochaine diapositive, oui, c'est ça, où on parlait du nouvel Eldorado des micros-influenceurs. Si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à retourner le voir sur mon blog. Et je faisais état d'une anecdote d'un cas où est-ce qu'une fille que je connais qui travaille dans une agence, ils avaient travaillé pour un client et ils avaient travaillé qu'avec des micros-influenceurs au Québec. On parle de 4 ou 5 micros-influenceurs et c'était plus d'une quarantaine de courriels d'aller-retour juste pour valider des choses, pour s'assurer que le contenu était bien diffusé. Donc, c'est beaucoup de travail. Alors, il faut faire attention. Des fois, les gens se disent « Ah, ben, je vais travailler directement avec des influenceurs, on va le faire nous-mêmes, pas besoin de passer par une agence. C'est facile. » Attention, parce que de un, il faut valider le type d'influenceurs qui ont travaillé. Est-ce que c'est un bon fit pour votre marque? Après ça, c'est le contrat qu'on met en place. Il y a toute une série d'aspects à évaluer. Là encore, là, sur la conférence que j'ai développée sur le sujet, puis dans la formation que je donne, dans le webinaire, on parle des 10 étapes d'une campagne de marketing d'influence. D'ailleurs, il y a un article sur mon blog, si vous voulez aller le voir, là, qui donne les 10 étapes. C'est pas compliqué, mais c'est quand même des choses qu'il faut mettre en place. Et quand on n'a pas d'expérience, ça peut paraître, à un moment donné, exhaustif. Et ça l'est. Donc, le rappel que je veux faire, pourquoi en 2020, on veut collaborer avec un influenceur ou une influenceuse, ce sont les mêmes raisons que pourquoi on travaille avec des influenceurs depuis les dernières années. Alors, la première raison, c'est pour créer du contenu. Alors, si on travaille avec des influenceurs ou une influenceuse, c'est parce que cette personne-là peut générer des images, un blog, un podcast, une vidéo qui va amener un angle différent que si c'est vous qui l'aviez fait vous-même. Donc, c'est du contenu de qualité qui peut être créé. Et c'est là encore où je fais la nuance là, avec le sketch du bye-bye et les critiques qu'on entend dans les médias par rapport aux influenceurs et les influenceuses. On oublie de parler de cet aspect-là où il y en a plusieurs qui sont de véridiques créateurs de contenu, qui ont une passion, et ce ne sont pas, justement, sont pas dans la vacuité, toujours avec un maillot de bain sur une plage ou des panneaux réclames que chacune des publications est une publicité. Malheureusement, il y en a qui sont comme ça, il ne faut pas jouer à l'autruche, mais si on veut travailler avec des influenceurs dans une perspective de marketing, cette année, pour les années à venir, je vous dirais, la création de contenu est certainement une des raisons principales. Le deuxième, c'est vraiment parce que ces gens-là permettent d'atteindre de nouveaux auditoires. Ils ont leur base d'abonnés à eux, pas obligé d'être des dizaines, voire même des centaines de milliers d'abonnés, mais ce n'est pas forcément les mêmes audiences que vous avez sur vos plateformes. Si on fait appel à des blogueurs qui créent du contenu, ben, ça peut être intéressant. Ça va aider à améliorer les référencements vers votre site web. Donc, ça augmente le trafic référent, ça augmente les taux de conversion, le temps passé sur le site. Donc, il y a des bénéfices à ce niveau-là. Le point 4, très important, question aussi de crédibilité et d'authenticité. Quand on dit authenticité, c'est parce que, justement, ces influenceurs-là ont une perspective différente. Et j'aurai d'ailleurs un ou deux exemples à vous montrer dans un moment qui viennent justement appuyer cet aspect-là. Et le dernier élément sur lequel je n'insisterai pas plus qu'il faut aujourd'hui, c'est le fait que quand on travaille des influenceurs, parfois ça va nous aider aussi à s'assurer que le contenu se rend bien à nos audiences. On sait qu'aujourd'hui, c'est environ un mobinote sur 6, un mobinote sur 5, grosso modo, là, entre 15 et 20% qui utilisent des ad blockers. Donc, de passer via des contenus qui sont dans le fil de nouvelles à cause d'un influenceur qu'on suit, ben à ce moment-là, ça fait en sorte que le contenu est quand même va être exposé auprès de votre public cible. Donc, je voulais juste vous montrer quelques petits trucs. Donc, des exemples. Alors, j'avais ici un exemple que je trouvais intéressant, c'est Maison Lavande. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Donc, du côté de Saint-Eustache à Montréal. Et intéressant de voir qu'une petite entreprise, somme toute, là, avec des produits de lavande, qui a 44 000 abonnés. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait appel justement à travailler avec différents influenceurs, influenceuses. Et je pense qu'on a un exemple ici avec l'influenceuse Lisa Homsey. Donc, on voit ici, là, ils ont fait un espèce de flashback sur une belle photo qui a été prise l'été passé. Et c'est très Instagrammable comme type de photo, comme vous pouvez voir, s'inspirer les gens. C'est quand même impressionnant parce que Maison Lavande, qui est somme toute une petite business, qui a autant
d'abonnés sur son compte Instagram que pourrait en avoir la CEPAC, par exemple, qui est une organisation à l'échelle de la province québécoise. Donc, on voit le genre d'utilisation ici ou de collaboration qui est faite avec des influenceurs ou des influenceuses qui aident à la notoriété, qui aident à la crédibilité. Aussi, c'est le type de contenu qu'on peut réutiliser quelques semaines, quelques mois plus tard, comme le fait ici Maison Lavande. Justement, je vous disais, la CEPAC, ça c'est un bel exemple que je voulais vous montrer, là, avec lequel je vais conclure ce Facebook Live avant qu'on passe aux questions s'il y en a. La CEPAC, donc, qui l'été passé avait sa CEPAC mobile qui se promenait à travers les différents parcs et réserves phoniques que gère l'entreprise. Et ils ont fait appel à des personnes pour créer du contenu. Donc, la CEPAC mobile, c'était pas un employé forcément qui était à bord, c'était des blogueurs, des influenceurs ou influenceuses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on avait ici Nancy, Nancy Guignard, je crois, on va voir dans un petit moment, une image qu'elle a prise. Donc, c'est Nancy qui a pris cette photo-là. Vous voyez, c'est elle en action qui prend une photo. Donc, elle amène une perspective qui n'est pas celle que prendrait un employé de la CEPAC ou quelqu'un qui travaille dans les parcs ou au bureau principal. Donc, et ce qui est intéressant de remarquer ici, c'est que Nancy Guignard, c'est quelqu'un qui, suite à cette initiative-là, a malgré tout que 2400 abonnés. C'est bien, mais on s'entend, c'est pas une méga influenceuse, c'est pas quelqu'un qui a 50 000 abonnés. Par contre, c'est une passionnée, c'est quelqu'un qui pouvait amener un angle et une perspective différente. Alors, petit exemple comme ça, là, qu'on voit où des entreprises font de plus en plus appel à des influenceurs, des influenceuses. On l'a vu au niveau du tourisme, plusieurs marques le font très bien. L'initiative qu'on a vue là avec la CEPAC me rappelle beaucoup ce qu'avait fait Terroir et Saveur il y a 3-4 ans avec Julie Aubé, qu'ils avaient envoyé dans différentes auberges et restaurants. Elle avait fait des articles de blog, des vidéos sur YouTube et ça a fonctionné autant pour l'influenceuse qui a été chercher un nouvel auditoire que pour Terroir et Saveur. Évidemment, Québec original, Destination Canada, au niveau soit de la province ou du pays, font beaucoup appel à des influenceurs, des influenceuses en voyage. On le voit dans plusieurs industries. Annie Soleil Proto, qui est la porte-parole de la Mustang électrique. Donc, on voit des publications passer sur son Instagram ou ailleurs. Donc, les exemples comme ça, vous en connaissez certainement plusieurs. Et on voit que des entreprises décident de faire appel avec soit évidemment des personnalités. On a parlé d'une Annie Soleil Proto, mais ça peut être une Jeanne Mapp qui a peut-être 50-60 000 abonnés sur Instagram. C'est vraiment de s'assurer qu'on trouve le bon fit de l'influenceur ou de l'influenceuse pour notre marque, pour le créneau dans lequel on est. Alors, ça fait le tour de ce que je voulais voir avec vous durant ce Facebook Live pour parler de cette maturité-là. Donc, je pense qu'en 2020, on devrait s'attendre à ce que, au niveau des normes canadiennes de la publicité, du FTC aux États-Unis, qu'il y ait encore une fois là, un peu plus de dents qui soient mis derrière, qui soient un peu plus incisifs, s'assurer qu'on monte patte blanche, que quand c'est une publication sponsorisée, que ce soit bien indiqué. Donc, il y a plusieurs mécanismes qui se mettent en place, s'assurer qu'on ne dupe pas ou qu'on n'induise pas le consommateur en erreur. Et je pense que les marques aussi vont exiger soit des contrats ou des ententes pour s'assurer que ces aspects-là soient respectés quand il y a des collaborations qui seront effectuées. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions parmi ceux qui sont sur la diffusion en ce moment. Je ne vois pas passer s'il y a des éléments. Alors, une question ici de Chloé. Disons que j'ai environ 5 000 $ de budget. Devrais-je aller avec le marketing d'influence ou plutôt concentrer les efforts sur la publicité ciblée ou du AdWords? Excellente question. C'est la question classique, en fait, parce que quand on a, souvent pour les PME, on n'a pas des gros budgets. Alors, on a un 5 000 ou un 10 000 $ pour notre campagne annuelle. Est-ce qu'on est mieux de le mettre en Facebook Ads, en Google Ads, ou faire une initiative avec des influenceurs? Dans un monde idéal, on va faire les deux. C'est pas un ou l'autre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez faire du Facebook Ads, faire une campagne de peut-être 2 000 $, mais vous allez parler, ça va être essentiellement une publication faite en provenance de votre entreprise. Et ça a été reconnu, quand on parlait tantôt qu'une des 5 conditions de travailler avec des influenceurs, c'était pour l'authenticité, établir la confiance, ou c'est un autre angle qui est donné. Ben, Edelman a fait une étude en 2019 qui démontrait largement que les gens vont, à 63% des gens vont croire plus les contenus en provenance des influenceurs que ce qui vient des marques via leur publicité. Donc, vous, si vous prenez de l'argent et vous le mettez en Google Ads, en Facebook Ads,
c'est vous qui faites une publication, je suis le plus beau, je suis le plus fin, je suis le meilleur. Enfin, j'exagère, mais vous comprenez que c'est des publications en provenance de votre entreprise. Ça n'a pas la même crédibilité ou ça n'a pas la même résonance que si je suis telle ou telle personne et qui dit Wow, en fin de semaine, j'étais à tel endroit où j'ai fait appel au service de XYZ, j'ai eu une super belle expérience, j'ai beaucoup aimé ça. Cet angle-là, cette crédibilité-là qu'on obtient à travers des influenceurs, c'est une des raisons, ce n'est pas la raison principale pour laquelle on fait des collaborations. Bien sûr, il faut que ce soit des collaborateurs crédibles, il faut que ce soit des influenceurs justement qui ne font pas panneau réclame, que chaque publication ou une publication sur deux, c'est de la pub. Mais si on trouve justement le bon fit, je dirais que sur le 5000, on va s'assurer de peut-être mettre un 1000 ou un 1500 ou un 2000 avec une initiative avec un ou deux des influenceurs sur une campagne pointue. Et on pourrait utiliser une portion de ce budget-là, effectivement, à faire du Google Ads, du Facebook Ads. Donc, c'est pas un ou l'autre, c'est de voir comment est-ce que ces différentes tactiques-là peuvent se compléter. Alors, j'espère que ça répond à la question Chloé. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions parmi les gens qui sont en ligne. Sinon, est-ce qu'il fait beau dans votre coin de pays? Si j'ai pas d'autres questions ou commentaires, je vais attendre. Je sais qu'il y a toujours un lag d'environ quelques 10 secondes. Là. Mais sinon, je vais compléter le Facebook Live d'aujourd'hui. Petite question de Isabelle. Donc, existe-t-il un annuaire des micro-influenceurs en tourisme? Excellente question. Je vais publier sous le lien un article paru l'été passé où on liste différents influenceurs voyage, une quinzaine si je ne m'abuse. Donc, on va mettre ça tout à l'heure. Oui, ça existe. Sinon, il existe des répertoires, par exemple, plik.co, qui va lister les différents influenceurs selon leur industrie, donc mode, maman, des mommy bloggers, des voyageurs, donc selon différentes catégories. Et sinon, ben, il y a Made In, il y a le Slingshot, le blog, le cahier. Donc, il y a différentes entreprises montréalaises ou québécoises qui offrent des services à ce niveau-là pour mettre en lien des influenceurs ou avec des répertoires. Mais la plupart, malheureusement, sont payants. L'article que je vais vous envoyer en lien, là, c'est un article paru l'été passé, mais je veux dire, c'est intéressant, mais ça vaut ce que ça vaut en sens où il faut quand même que vous alliez valider l'information. Mais donc, des annuaires à proprement parler, gratuits et en ligne, mis à jour, ça n'existe pas à ma connaissance. Alors voilà, j'espère que ça aide à votre question. S'il n'y en a pas d'autres, je vais vous dire bye-bye. Sinon, comme je disais, je vais aller répondre à vos questions, commentaires suite à la diffusion. C'est bon? Merci tout le monde. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye-bye.